une des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandante de la section 7, action terroriste. Niamey, un des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandant de la section 5, action terroriste. Dajima, une des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandante de la section 4, formation. Maïa, une des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandante de la section 1, piratage et utilisation du réseau. Iva Ornia, une des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandante de la section 2, formation. Dajzar, un des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandant de la section 3, entraînement physique. Imaemar, un des 7 capitaines de Fauda Narkia, commandant de la section 6, logistique et maintenance. Monotolor Luther, scientifique au service du Seigneur de l'Atroce. Aucune imagination humaine ne peut concevoir l'extraordinaire effervescence des forêts biominérales de Sorivania. L'âge de certains spécimens encore vivants de l'espèce Alia coldisia a été estimé par les scientistes à plus de 260 000 années standards, tandis que certains individus pétrifiés par les violentes éruptions de ce monde encore jeune sont debout depuis environ 300 millions d'années. Les frondaisons, en leur point le plus haut, atteignent 3800 mètres et présentent une grande variété d'écosystèmes adaptés aux divers étages. On a dénombré ainsi sur un seul individu pétrifié plus de 38 700 espèces différentes et 150 400 sur un coldisia vivant. Summa Sapientiae, édité en 10 443. À 600 mètres d'altitude déjà, la lumière permettait à une dizaine d'espèces différentes de naître, de croître et de mourir, comme le voulait le cycle infini de la vie. Ici, les quelques rares raies de lumière qui parvenaient à filtrer à travers les frondaisons pétrifiées tombaient en d'évanescents piliers lumineux. Dans ce vaste espace fermé comme une grotte par des parois minérales et végétales, ces puits de lumière perçaient l'obscurité de loin en loin et semblaient indiquer un chemin. L'enfant avançait doucement au milieu des immenses inflorescences de l'Aiarina sorciriconia. Leur parfum étrangement lourd envahissait l'atmosphère jusqu'à rendre l'air sous le couvert des feuilles saturé et irrespirable. Il lui fallait d'infinies précautions pour évoluer dans ce milieu étrange et souvent hostile. Utiliser les feuilles des Orovicenia dell'Aiadina revenait à gravir un escalier végétal souple qui permettrait de bondir à chaque appui de plusieurs mètres si l'on savait maîtriser leur remarquable élasticité. Pour avoir déjà arpenté ces lieux plusieurs fois, il en connaissait parfaitement les dangers, comme l'élasticité hétérogène des feuilles d'Orovicenia, sensibles à l'hygrométrie ambiante. Certaines pouvaient se rompre sous ses pieds, d'autres le propulsaient trop haut ou trop en avant. Non seulement ces feuilles réagissaient différemment à la pression qu'on exerçait dessus, mais leurs arêtes étaient tranchantes comme des lames. Elles pouvaient au mieux infliger une profonde entaille, au pire trancher net un membre. Il lui revint à cet instant le souvenir de ce Groulite, surpris une fois au détour du chemin, et qui, dans sa précipitation à s'enfuir, n'avait pu éviter les bords acérés des feuilles. En un claquement sec, l'animal avait été amputé de ses 2 membres supérieurs. Entamant une longue chute, il avait fini par disparaître dans les profondeurs de la forêt. L'enfant savait aussi que l'on pouvait détourner ces pièges mortels mis au point par l'évolution pour déceler et récupérer les plus infimes gouttes d'eau chutant du haut des frondaisons. Face aux larges hampes végétales qui constituaient le premier palier de la périlleuse ascension qui l'attendait, il se remémora l'audace qui avait caractérisé ses premières tentatives. Il lui en avait fallu du courage, presque de la témérité, pour répondre à l'appel impérieux qui lui demandait de suivre ce chemin hasardeux menant à l'amante éveillée. Aujourd'hui, il ne restait plus aucune hésitation. Il sauta pour rebondir sur la surface supérieure de la feuille la plus haute. Immédiatement, il fut propulsé comme s'il avait pris appui sur une membrane élastique. L'appui suivant le projeta quelques dizaines de mètres plus haut.
Là où, au milieu de l'enchevêtrement des racines, il devait en choisir une, en éprouver la solidité, puis se mettre à grimper. En poussant sur ses pieds et en tirant sur ses bras, il réussit à franchir en quelques tractions une vingtaine de mètres pour accéder à une branche supérieure. Plus loin, à gauche, on distinguait la masse sombre du tronc principal et ses 90 mètres de diamètre. À droite, la ramification secondaire de 10 mètres d'épaisseur semblait se perdre dans l'entrelac des racines et le fouillis des végétaux. Dans ses souvenirs se dessinait le chemin, suspendu dans le vide, menant à l'extrémité de cette branche où il ne serait alors qu'à quelques mètres des frondaisons basses du vénérable Coldizia. À la fois l'un des plus vieux spécimens de l'espèce, mais aussi le carrefour principal des chemins qui mènent tout pèlerin désireux d'accéder à la sainte colonne de l'âme. Un Coldizia dont la ramure pétrifiée couvrait presque 7 millions d'hectares. Arrêté là, devant la branche qui s'élançait dans le vide, il examina dans la pénombre le chemin que l'on devinait à peine derrière le feuillage. Il savait qu'il allait trouver à quelques dizaines de mètres, cachée dans l'ombre, la branche d'un second Coldizia, invisible de là où il se tenait. À cet instant, malgré la profondeur et l'inextricable enchevêtrement des racines, un rayon du soleil de Sorivania éclaira le vide entre les deux branches, comme si une cascade de lumière venait s'y déverser pour guider sa progression. Sans effort volontaire, il se mit à songer à l'appréhension éprouvée la première fois où il avait eu à franchir ce vide. Il se remémora ses 2 tentatives de course arrêtées, au tout dernier moment, à l'extrémité de l'excroissance, les yeux rivés dans l'abîme, tremblants. Au 3e essai, il lui avait fallu tout son courage, ou peut-être toute son inconscience d'alors, pour courir en lançant le plus loin possible ses jambes d'enfant et pour au dernier appui sentir son corps s'élever, comme soudain libéré de la gravité. Il ne put s'empêcher de sourire en songeant à la manière dont il avait agité les bras, cherchant à agripper quelque prise invisible. Maintenant, après plusieurs passages ici, il savait que toute la difficulté résidait non pas dans le saut lui-même, mais dans la réception, de l'autre côté, qui se devait d'être parfaite afin de ne pas achever son élan dans un buisson d'Orovicenia, invisible car blotti dans les ombres. Il commença par 2 grands pas et accéléra sa course. Au dernier appui, pris seulement de la pointe du pied, il s'élança les jambes projetées en avant. En quelques dixièmes de seconde, il enchaîna comme suspendu dans le vide une chorégraphie aérienne et désormais immuable, un premier salto puis un second, qui s'acheva en roulade sur la branche du Coldizia voisin. Il ne s'arrêta qu'à moins d'1 mètre de la Rovicenia. De là, il lui fallait bondir sur le côté pour s'emparer de 2 lianes qui montaient droites à l'assaut du puits de lumière. Il semblait courir le long de ces tiges végétales, comme s'il était aisé de parcourir ces dizaines de mètres en quelques secondes. En un dernier mouvement, il arriva sur un petit tertre de matières organiques en décomposition, accroché grâce aux racines au-dessus du vide. Il leva les yeux vers l'étape suivante. Une ascension de plus de 200 mètres qui l'amènerait aux premières frondaisons basses. Il regarda le tronc principal du Coldizia. Les racines des milliers de végétaux l'enserraient, tous à la lutte ici, dans cet écosystème dépourvu de lumière. Il savait qu'à ces profondeurs, sans équipement respiratoire, il ne fallait que quelques heures pour mourir, tant les virus et autres bactéries abondaient et aimaient à se développer dans les sinus et les poumons des êtres vivants importés de secteur central. Seules les espèces endémiques parvenaient à respirer cet air vicié. Il lui revint en mémoire l'image de l'appareil respiratoire hypertrophié du Phalandaria, s'élevant rouge vif flottant au-dessus de son corps, telles les immenses antennes de ces papillons de terre primale, désormais seulement présents dans de rares jardins privés. Il chassa cette réminiscence pour reprendre son ascension, cherchant des prises solides au milieu des racines. Mais comme il avait en mémoire l'emplacement exact de chaque aspérité sur toute la longueur du parcours, la progression s'effectua avec fluidité et rapidité. Quelques instants plus tard, il se pencha au-dessus du vide, apercevant 200 mètres plus bas le petit tertre ensoleillé. Dans le lointain, le claquement sec des valves pulmonaires d'un Phalandaria se fit entendre. Presque aussitôt, le hurlement mélodique d'un Adjutaria en quête d'une partenaire s'amplifia dans la vaste cathédrale sombre des frondaisons basses. La matière est la présence perceptible et rassurante de Dieu, récita l'enfant dans un murmure, pour ne pas réveiller l'écho endormi tapi sous ce plafond vivant.
Il se retourna sans un regard en arrière pour poursuivre sa marche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.